Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. I know a few things to be true. I do not know where I am going, where I am come from is disappearing. I'm unwelcome and my beauty is not beauty here. Je ne sais pas où je vais, d'où je viens est en voie de disparition. Je ne suis pas bienvenue et ma beauté n'est pas beauté ici. Mon corps brûle de la honte de ne pas appartenir, mon corps se languit. Je suis le péché de la mémoire et l'absence de mémoire. Je regarde les nouvelles et ma bouche devient un bac plein de sang. Les lignes, les formes, les gens derrière les bureaux, les cartes de téléphone, les officiers de l'immigration, les regards dans la rue, le froid qui prend demeure dans mes os, les cours d'anglais le soir, la distance qui me sépare de la maison. Peut-être est-il primordial de commencer cette intervention avec les mots d'une personne qui connaît la migration comme une réalité personnelle, intime, qui en connaît les coûts affectifs et qui peut mesurer l'amplitude des sacrifices. Il est sûrement important, avant de parler de ce texte qui vient de notre point de vue mettre sa pièce à l'édifice lugubre des règlements de Dublin, il est sûrement important, avant de rentrer dans les détails des mesures de restriction des libertés fondamentales organisées à l'échelle européenne et ficelées jusque dans les moindres rouages au niveau national, de lire à haute voix, devant cette assemblée de gens humanistes, mais fermes, ces quelques vers de la poétesse britannique Warsan Shire. Cette proposition de loi n'est que le préambule de la réforme du droit des étrangers et des étrangères qui sera en discussion dans notre Assemblée prochainement. Cette proposition de loi prend part activement, de notre point de vue, au démantèlement du seul droit fondamental exclusivement accordé aux personnes étrangères, le droit d'asile. Et nous le disons sans démagogie, avec sérieux et gravité. Ce démantèlement de l'asile est, selon nous, une posture idéologique irréaliste et déraisonnable, qui reflète moins une crise des migrants et des migrantes ou des migrations qui ont toujours historiquement procédé par vagues successives ou simultanées, générant dans les sociétés de départ et d'arrivée de nécessaires adaptations. Non, il s'agit en réalité d'une crise de l'accueil de l'Europe, qui organise aujourd'hui la libre circulation des biens, des marchandises, des forces du travail, mais bouche l'horizon aux êtres humains. Le député Warsmann reprend la rhétorique classique et blâme une institution tierce pour ne pas avoir à assumer ses choix politiques. Cette proposition de loi se veut en application du régime d'asile européen. Elle en dépasse en réalité les préconisations. Le véritable objectif de cette loi, comme c'était l'objectif de la circulaire du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb du 20 novembre 2017, comme ce sera l'objectif du projet de loi sur l'asile et l'immigration qui arrive, le véritable objectif, c'est l'enfermement systématique, et nous le regrettons. C'est la politique de la peur, c'est la politique du harcèlement constant, c'est la stratégie déshumanisante de l'épuisement des personnes. Vous faites une liste à l'article 1 de tous les cas où le dit risque de fuite, notion dont la Cour de cassation demandait précision, justifie un enfermement des personnes dites dublinées. La liste embrasse tant de situations que toute personne dublinée pourra être considérée comme pouvant constituer un risque de fuite. Nous parlons de personnes dont, pour la plupart, la demande d'asile n'a pas été examinée au fond. Cette proposition de loi veut donc générer l'enfermement des demandeurs et des demandeuses d'asile pour la seule raison qu'elles et ils n'ont pas fait leur demande dans le bon pays. Il s'agit ici de personnes qui ont fui leur pays pour différentes raisons, souvent complexes, et qui ne peuvent se réduire à une répartition aveugle et binaire entre ceux qui seraient de bons et de bonnes réfugiés politiques qui auraient vocation à être accueillis dignement et à bénéficier du droit d'asile, et de l'autre, tous les autres qui n'y auraient pas droit. Comme si l'exil contraint subi, qui est toujours une souffrance, quelles qu'en soient les raisons, autant pour les personnes qui partent que pour celles qu'elles quittent, pouvait constituer, en fonction de certains critères, une vocation. L'inhumanité de la logique qui sous-tend ce texte devrait suffire à ne pas le voter. Cela ne semble malheureusement pas suffisant à convaincre la majorité parlementaire et gouvernementale qui a défendu et adopté cette proposition de loi en première lecture et s'apprête à le faire aujourd'hui, certes avec quelques amendements et réticences ici et là en deuxième lecture. Je rajouterai donc que cette politique dite de fermeté est non seulement inhumaine, mais de surcroît contre-productive. Seuls 6% des procédures Dublin sont menées à leur terme.
L'an dernier, alors même que le gouvernement a triplé le nombre de procédures, c'est-à-dire a mobilisé des moyens humains et financiers sur cette question, le taux de renvoi est resté sensiblement le même que l'année précédente, 5% en 2016, 5,8% en 2017. Il nous faut donc poser la question: voulez-vous enfermer des hommes, des femmes et des enfants dans le but d'un hypothétique transfert qui n'aura jamais lieu? À quel prix et pour quels résultats effectifs? Ce ne sont pas les personnes frappées par ces réglementations injustes et mal pensées qu'il faudrait remettre en cause, mais bien les règlements de Dublin, et certains et certaines d'entre vous, je le sais, sont d'accord sur ce point. Le règlement du Dublin part du présupposé que les conditions d'examen des demandes d'asile sont équivalentes dans l'espace Schengen. Ceci est tout simplement faux. Voulez-vous vraiment transférer des personnes en Grèce où des cas de torture et de mauvais traitements ont été dénoncés par des associations et des instances internationales qui a été condamné par la Cour européenne des droits humains pour mauvaises conditions de détention dans 9 cas? Ou alors en Hongrie, où le Haut Commissariat aux réfugiés appelle à juste titre à suspendre tout renvoi? En Italie, où persistent de nombreuses défaillances systémiques et où les centres d'accueil pour les demandeurs et les demandeuses d'asile manquent cruellement de place? Le gouvernement emploie constamment le lexique de la solidarité européenne. Le règlement de Dublin est la contradiction parfaite de ce principe. Cette contradiction joue avec la vie des gens. Les transferts au niveau national ne sont pas effectués en raison d'erreurs matérielles, de dossiers mal ficelés, des annulations par les juges administratifs, des décisions d'opportunité du ministre de l'Intérieur ou des préfets de ne pas exécuter le transfert, par exemple. La grève en cours actuellement des agents et agentes et personnels de la Cour nationale du droit d'asile vient rappeler à celles et ceux qui en doutaient la réalité des problèmes très concrets auxquels sont confrontées les personnes chargées de garantir le droit d'asile. Et les moyens engagés par l'actuel gouvernement dans la loi de finances votée à l'automne dernier sont loin d'être suffisants pour répondre à ces difficultés. Depuis plusieurs années, la CNDA s'est enfermée dans une logique comptable de l'asile qui fait primer le raccourcissement des délais de jugement sur la qualité de l'instruction des demandes et des décisions rendues, écrivent les organisations syndicales dans un communiqué de presse. Sébastien Brizard, rapporteur à la CNDA et secrétaire général du syndicat indépendant des personnels du Conseil d'État, explique ainsi au journal Libération: il y a certains dossiers dont on considère qu'ils ne présentent pas tous les éléments sérieux d'une demande d'asile. Ils passent alors par un système d'ordonnance, c'est-à-dire une décision qui est prise par un juge sans entendre le requérant. Or, déplore le responsable syndical, la proportion des ordonnances a doublé en 3 ans. On est dans une logique de respect des délais imposés par le législateur en 2015. Donc il y a un tri fait par les magistrats et ils n'ont pas le temps matériel, même en faisant de leur mieux, vu la quantité des dossiers, d'avoir un traitement fin. Les organisations ont appelé à une grève reconduite hier, évoquent aussi une charge de travail de plus en plus élevée et des audiences surchargées. Sébastien Brizard encore explique: en une journée d'audience, on traite 13 dossiers. Or, on n'écoute pas une personne de la même façon le matin et à 19h, après avoir entendu 12 autres dossiers. Ce temps de l'écoute n'est pas respecté et les dossiers sont de plus en plus compliqués, avec des problématiques plus fines analysées. Ce sont donc les règlements de Dublin qu'il faut remettre en cause. Et nous avons, au niveau européen, des partenaires, des interlocuteurs avec qui nous pourrions engager ce rapport de force. C'est le cas par l'exemple de l'Italie, où je me suis rendue avec une délégation du Bureau des affaires européennes et où nous avons eu l'occasion de visiter des centres d'accueil. C'est une toute autre politique, une véritable politique de l'asile qu'il faut construire. Une politique de l'asile qui ne s'effondrera pas dès qu'il y a un plus grand nombre de demandeurs et de demandeuses d'asile, sans quoi il ne s'agit de la part de nos pays que de contes qu'on se raconte pour réparer les torts et les atrocités commis dans le passé. Sans quoi la Constitution de 1946, la Déclaration universelle des droits humains de 1948, la Convention de Genève de 1951, tous ces textes qui entendaient graver le droit des réfugiés dans le marbre, voulant tirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale, n'auraient eu aucun effet. En ces débuts du XXIe siècle, à la première grande crise de la politique de l'accueil en Europe depuis cette guerre, crise, rappelons-le, qui est due en grande partie au conflit qui secoue le Moyen-Orient et un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est. Cet héritage d'humanité et de solidarité court le risque d'être nié avec cette première loi.
C'est pourquoi nous vous appelons, au nom de la France insoumise, à voter pour cette motion de rejet préalable.